J'avais tout perdu à 48 ans, vendu mon plasma pour 45 €. Puis l'infirmière s'est figée, « Monsieur, votre sang vaut des millions. » Je me tenais dans ce centre de don de plasma exigu, l'estomac gargouillant après 3 jours sans repas correct, quand le visage de l'infirmière est devenu blême en fixant mon échantillon de sang. « Monsieur Raffort, » murmura-t-elle en s'éloignant du microscope. « Je dois aller chercher le directeur. Maintenant. » Ce fut le moment où ma vie s'est scindée en deux. Avant que je sache ce qui coulait dans mes veines, et après. Les néons au plafond bourdonnaient, leur lumière crue et impitoyable rendant tout encore plus misérable que ça ne l'était déjà. Je m'appelle Colton Raffort et il y a 6 mois, je possédais une entreprise de démolition valant près de 7,5 millions d'euros. J'avais des équipes dans 3 États, des contrats avec le gouvernement, et une femme qui adorait raconter à ses amis de son club de lecture notre résidence secondaire à Aspen. Mais là, debout dans ce centre de don de plasma de la rue Buchanan, à regarder une infirmière d'une vingtaine d'années observer mon sang comme si elle avait découvert une forme de vie extraterrestre, je n'étais qu'un homme d'âge mûr fauché de plus, essayant de grappiller 45 €. « Monsieur, s'il vous plaît, ne bougez pas, » dit l'infirmière, et je remarquai que ses mains tremblaient alors qu'elle décrochait le téléphone du bureau. Son badge indiquait Kelly, et elle n'avait été que gentillesse avec moi depuis mon arrivée, embarrassée et désespérée, remplissant des formulaires avec des questions comme « Quand avez-vous pris votre dernier repas complet ?» J'avais menti sur celle-là. 3 jours sonnaient mieux que 5. « Quelque chose ne va pas avec mon sang, demandai-je, et ma voix se brisa car soudain, je pensais aux maladies, au cancer, à toutes les façons dont le corps d'un homme peut le trahir quand il a déjà tout perdu. Suis-je malade? Non, monsieur Raffort, vous n'êtes pas malade, dit Kelly. Mais elle composait déjà un numéro, ses doigts tâtonnant sur les touches. C'est juste que votre sang est. Elle s'interrompit, me jeta un coup d'œil, puis parla rapidement dans le téléphone. Docteur Brennan, vous devez venir au poste 3 immédiatement. Oui, tout de suite. J'ai un donneur avec du sang RH nul. Je ne savais pas ce que RH nul signifiait, mais la façon dont elle l'avait dit, comme si elle annonçait avoir trouvé le Saint Graal dans une poche de prélèvement en plastique, me serra la poitrine. Autour de nous, d'autres donneurs étaient assis dans des fauteuils usés, faisant défiler leur téléphone ou fixant la télévision murale qui diffusait une émission matinale. Aucun d'eux ne savait que le plus grand perdant de la pièce était sur le point de découvrir qu'il portait de l'or liquide dans ses veines depuis 48 ans. Kelly, qu'est-ce que le RH nul, demandai-je, mais elle raccrochait déjà, sortant un second kit de prélèvement avec des gestes qui étaient passés de la routine à la révérence. Monsieur Raffort, le sang RH nul est le groupe sanguin le plus rare au monde. Seules 43 personnes sur Terre ont été officiellement recensées avec ce groupe. Votre sang peut sauver des gens qui mourraient sans lui. Des gens qui n'ont aucun autre donneur compatible, aucun autre espoir. 43 personnes sur 8 milliards. Je baissai les yeux vers mon bras, où l'aiguille était fixée avec du ruban adhésif sur ma peau, vers le fin tube transportant mon sang rouge foncé dans une poche médicale, et j'essayais de comprendre comment Colton Raffort, l'homme à qui sa femme avait craché au visage en le traitant d'incapable 2 semaines plus tôt, pouvait soudainement être l'un des êtres humains les plus rares au monde. La porte s'ouvrit brusquement, et un homme grand et mince en blouse blanche entra précipitamment. Le docteur Brennan, d'après son badge, et il me regarda comme des archéologues doivent regarder des pyramides encore inconnues. Monsieur Raffort, je suis le docteur Brennan, le directeur médical. Kelly, vous êtes sûr? Je l'ai vérifié 3 fois, docteur. C'est du RH nul. Il tira une chaise juste à côté de mon fauteuil, assez près pour que je puisse sentir son haleine de café, et ses yeux brillaient d'une excitation qui semblait déplacée dans ce centre de dons déprimant où les gens vendaient des morceaux d'eux-mêmes pour payer leur loyer. Monsieur Raffort, je dois vous poser quelques questions. Quelqu'un dans votre famille a-t-il déjà mentionné avoir un sang rare? Des antécédents médicaux inhabituels? Ma mère est morte quand j'avais 2 ans, dis-je. Accident de voiture. Mon père n'a jamais rien mentionné sur les groupes sanguins. C'est juste un ingénieur ferroviaire à la retraite, il vit dans un duplex à Topeka. Nous devons faire un bilan complet immédiatement, dit le docteur Brennan. Mais son téléphone vibra, et quand il regarda l'écran, son expression changea. C'est impossible. Comment peuvent-ils déjà être au courant? Au courant de quoi, demandai-je. Mais il était debout, faisant les 100 pas, parlant rapidement à quelqu'un au téléphone en termes médicaux que je ne comprenais pas. Je n'ai saisi que des fragments. Oui, RH nul confirmait. Il est là maintenant. Je comprends l'urgence.
J'ai pensé à partir, à prendre mes 45 € et à m'en aller avant que tout cela ne devienne plus compliqué. Mais ensuite, j'ai pensé à mon fils, Bryce, qui essayait de finir l'université pendant que sa mère lui répétait quotidiennement à quel point son père était devenu une déception. J'ai pensé à mon frère Vaughn, qui prétendait que ça ne le dérangeait pas que je mange sa nourriture et que j'utilise son électricité. J'ai pensé à mon père, Russell Rafford, qui avait travaillé toute sa vie de ses mains et qui m'offrait maintenant l'argent de sa pension parce que son fils avait tout perdu. Monsieur Rafford, dit le docteur Brennan en terminant son appel, quelqu'un vient vous parler. Quelqu'un qui va vous faire une offre qui changera votre vie. Je ne comprends rien à tout ça, dis-je, et je détestais à quel point ma voix semblait faible. Vaincu. Ce matin, je me suis réveillé sur le canapé de mon frère avec 35 € en poche. Je suis venu ici pour vendre mon plasma afin de pouvoir acheter de l'essence et des nouilles instantanées. Et maintenant, vous me dites que mon sang est spécial? Pas seulement spécial, monsieur Rafford. Votre sang est précieux. Et en ce moment même, il y a un homme mourant à Monaco qui a besoin de ce que vous avez. Sa famille envoie déjà une représentante. Elle sera là dans 10 minutes. Monaco. Je savais que c'était en Europe. Je savais que c'était là que les riches gardaient leur yacht et dilapidaient des fortunes au jeu. C'était le genre d'endroit que Malora avait toujours rêvé de visiter, à l'époque où elle pensait que je pouvais lui offrir cette vie. L'aiguille dans mon bras sembla soudain plus lourde, plus importante, comme si elle extrayait quelque chose de plus que du sang. Il y a autre chose, dit le docteur Brennan, et quelque chose dans son ton me fit me concentrer sur son visage. Lorsque nous avons identifié votre statut RH nul, notre système a automatiquement lancé une analyse génétique. C'est le protocole pour les groupes sanguins rares. Monsieur Rafford, nous avons trouvé quelque chose dans votre ADN qui ne correspond pas à l'histoire familiale que vous avez déclarée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que génétiquement, vous présentez des marqueurs correspondant à une lignée européenne très spécifique. Une famille qui a été largement documentée en raison de ses caractéristiques sanguines uniques. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, la porte s'ouvrit de nouveau, et une femme entra, vêtue d'un tailleur qui coûtait probablement plus cher que mon camion avant que la banque ne le saisisse. Elle avait peut-être 40 ans, les cheveux sombres tirés en arrière et des yeux qui m'évaluaient comme si j'étais une transaction commerciale. Monsieur Rafford, je m'appelle Lucia Corvello. Je représente la famille Marot de Monaco. Nous devons discuter de votre sang, de votre histoire familiale et d'une offre qui va vous sembler impossible, but je vous assure qu'elle est bien réelle. Et c'est là que mon histoire a vraiment commencé. Pas quand j'ai perdu mon entreprise, ni quand ma femme est partie, ni quand j'ai touché le fond. Elle a commencé au moment où j'ai appris que parfois, ce qui vous sauve est à l'intérieur de vous depuis le début, attendant que vous soyez assez désespéré pour le découvrir. 6 mois plus tôt, j'étais Colton Rafford, propriétaire de Rafford Démolition Service, avec 14 équipes travaillant dans 3 États. J'avais une maison avec piscine, une femme qui adorait organiser des dîners, et mon fils Bryce en 2e année à l'université. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la mienne. Le matin où tout a commencé à s'effondrer, j'étais sur le site du centre commercial de Bridgewater, un café dans une main, les plans dans l'autre. L'ancien grand magasin Brennanès était vide depuis 12 ans, une bête de briques de 4 étages qui devait être abattue pour que la ville puisse construire son nouveau complexe commercial. C'était un projet de 18 millions d'euros, et mon entreprise avait remporté l'appel d'offres face à 3 firmes plus importantes. Colton, j'ai tout vérifié 3 fois, m'avait dit mon chef de projet, Denny Hulbrook, en agitant les permis comme un drapeau. Denny était avec moi depuis 8 ans. Il connaissait la démolition comme certains connaissent les écritures. La ville a validé toutes les coupures de service, gaz, électricité, eau. Tout a été déconnecté et scellé. J'ai fait confiance à Denny. C'était ma première erreur. Ma deuxième a été de ne pas inspecter le sous-sol moi-même une dernière fois. Ma troisième a été d'être trop fier d'avoir décroché le plus gros contrat de l'histoire de mon entreprise pour poser les questions qui auraient pu tout sauver. La démolition a été parfaite, comme dans les manuels, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Les charges ont explosé en séquence. Le bâtiment s'est effondré exactement comme prévu, se repliant sur lui-même comme un château de cartes. Mais lorsque la poussière a commencé à se dissiper, nous avons entendu le sifflement. Puis est venue l'odeur de gaz naturel, âcre et anormal. Tout le monde en arrière, ai-je hurlé, et mon équipe s'est dispersée. La conduite de gaz que nous avions sectionnée ne figurait sur aucun plan de la ville.
Elle avait été installée en 1962 par une entreprise qui n'existait plus, alimentant une partie du vieux centre-ville qui avait été réaménagé 3 fois depuis. Personne ne savait quelle était la parce que personne en vie ne se souvenait de son installation. Dieu merci, personne n'a été blessé. Les pompiers ont évacué 6 pâtés de maison. La compagnie de gaz a dû procéder à des coupures d'urgence dans la moitié du quartier des affaires. Le journal de 23 heures a ouvert avec des images aériennes de mon désastre, le journaliste utilisant des mots comme « négligence » et « erreur de supervision catastrophique », tandis que le logo de mon entreprise était clairement visible sur chaque casque de chantier. Les poursuites ont commencé la semaine suivante. La ville réclamait 9 millions d'euros de dommages et intérêts. La compagnie de gaz en voulait 4,5 millions. Chaque entreprise qui avait perdu une journée de revenus voulait une compensation. Ma compagnie d'assurance a envoyé une équipe d'avocats qui a passé 3 jours à éplucher nos documents avant de rendre leur verdict dans ma propre salle de conférence. La police stipule clairement que tous les permis doivent être vérifiés de manière indépendante, avait dit l'avocat principal en faisant glisser des papiers sur la table. Votre signature figure sur des documents attestant que tous les services souterrains ont été cartographiés et sécurisés. Comme ce n'était pas le cas, nous refusons la couverture. Mais la ville nous a donné les mauvaises informations, dis-je, la voix montant. Leur plan était faux. Alors vous auriez dû vérifier de manière indépendante. C'est dans votre contrat, Monsieur Raffort. Page 47, sous-section 12. En 4 mois, tout était parti. L'entreprise que j'avais bâtie en 20 ans, dissoute. La maison que j'avais achetée à la naissance de Bryce, saisie. Les camions, l'équipement, tout vendu aux enchères pour payer une fraction de ce que je devais. Mes comptes professionnels gelés, mon crédit détruit. Malora a tenu exactement 2 semaines après l'arrivée de l'avis de saisie. Je vais rester chez ma sœur Patricia pendant un moment, a-t-elle annoncé un matin, déjà habillée, ses valises près de la porte. Patricia est arrivée dans sa Mercedes. Elle n'est même pas entrée. J'ai besoin de temps pour réfléchir à nous, Colton. Réfléchir à nous, Mel? J'ai besoin de toi maintenant plus que jamais. C'est dans ces moments-là que les couples mariés se soutiennent. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure. Je n'ai pas épousé un perdant, Colton. Tu as 48 ans et tu vas te retrouver à la rue. Tu ne peux même plus m'inviter à dîner. Elle a pris sa boîte à bijoux, celle que je lui avais achetée pour notre 15e anniversaire. Tu sais ce que tu es maintenant? Tu es juste un autre raté d'âge mûr et fauché qui n'a pas été à la hauteur. 22 ans, Mel. Nous sommes mariés depuis 22 ans. Et pendant 21 d'entre eux, tu as eu du succès. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Mon avocat enverra les papiers. Ne conteste pas, Colton. Laisse-moi simplement partir avec la dignité qu'il te reste. Après son départ, je suis resté assis dans notre maison vide, entouré de cartons de choses que je ne pouvais pas me permettre de stocker, et j'ai appelé mon frère Vaughn. Viens chez moi, a-t-il dit immédiatement. Le sous-sol n'est pas grand-chose, mais il est chauffé et au sec. Vaughn dirigeait une petite entreprise de réparation CVC. Il gagnait assez bien sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille, mais pas assez pour que le fait d'avoir son raté de grand frère dormant dans son sous-sol ne soit pas un fardeau. Sa femme, Denise, essayait d'être gentille, mais je pouvais voir la tension dans son regard quand elle mettait un couvert de plus à table. Mon père, Russell Raffort, appelait tous les quelques jours de Topeka. Fiston, j'ai environ 11 000 euros d'économie, offrait-il, sa voix bourrue trahissant une émotion qu'il n'avait jamais su bien exprimer. C'est à toi si tu en as besoin. Papa, tu as 73 ans et tu vis de ta pension. Je ne vais pas prendre ton argent. Tu es mon garçon, Colton. Laisse-moi t'aider. Je vais m'en sortir, papa. Je m'en suis toujours sorti. Mais je ne m'en étais pas sorti. En janvier, il me restait mes 40 derniers euros, je mangeais des ramen 2 fois par jour, et je postulais à des emplois pour lesquels j'étais soit surqualifié, soit trop vieux. Le poste de contremaître de chantier à Davenport était ma dernière vraie chance, mais j'avais besoin d'argent pour l'essence pour m'y rendre pour l'entretien. C'est là que j'ai vu le panneau devant le centre de plasma BioLife, nouveau donneur, 45 € pour la première visite. 45 € pour quelque chose que mon corps produisait gratuitement. Cela semblait être une métaphore parfaite de ma déchéance. De la signature de contrat à plusieurs millions d'euros à la vente de mon sang pour acheter à manger.
De Colton Rafford, homme d'affaires prospère, à un simple homme désespéré n'ayant plus rien à vendre que lui-même. En janvier, il me restait une quarantaine d'euros. Le sous-sol de la maison de Vaughan était devenu mon univers. Un canapé-lit avec un ressort cassé qui me rentrait dans le dos, une table pliante où je prenais mes repas, et une petite fenêtre qui laissait voir juste assez de ciel pour me rappeler qu'il y avait encore un monde à l'extérieur. Chaque matin, je me réveillais au son des enfants de Vaughan se préparant pour l'école à l'étage, leurs pas me rappelant la vie normale qui se déroulait au-dessus de moi pendant que je me cachais en bas comme une chose honteuse. Bryce avait appelé la veille, essayant de paraître décontracté, mais je pouvais entendre l'inquiétude percer à travers sa gaieté forcée. « Papa, j'ai réfléchi. Je peux prendre un semestre de congé, trouver un travail. Il y a une entreprise de construction ici qui embauche. » « Absolument pas, lui ai-je dit, serrant le téléphone assez fort pour que mes jointures blanchissent. Il te reste 3 semestres avant d'avoir ton diplôme. Tu restes à l'école. Mais papa, j'ai entendu maman parler à tante Patricia. Elle a dit que tu vis dans le sous-sol de l'oncle Vaughan, que tu manges des ramen tous les jours, que tu n'as même pas d'argent pour l'essence. La trahison de Malora, discutant de ma situation comme d'un ragot, piquait plus fort que la faim. Ta mère ne sait pas tout de ma situation, Bryce. Je vais bien. J'ai un entretien la semaine prochaine à Davenport. Un gros projet commercial. Ils ont besoin d'un contremaître avec de l'expérience. Papa, laisse-moi juste t'aider. Je peux t'envoyer un peu d'argent de mon petit boulot à l'université. Bryce, arrête. Je suis ton père. Je m'occupe de toi, pas l'inverse. Concentre-toi sur tes études. Promets-le-moi. D'accord, papa. Je te le promets. Après avoir raccroché, j'avais fixé le plafond jusqu'à 3 heures du matin, calculant et recalculant. 37 € dans mon portefeuille. L'entretien à Davenport était dans 3 jours, à 145 km. L'essence coûterait au moins 30 €. Il restait 7 € pour la nourriture pour le reste de la semaine. Le calcul de la pauvreté était simple et cruel. Le lendemain matin, Vaughan est parti tôt pour un chantier. Denise préparait les enfants pour l'école, et je pouvais l'entendre au téléphone avec sa mère. Non, maman. Il essaie. Il postule à des emplois tous les jours, mais qui va embaucher un ancien propriétaire de 48 ans pour un travail de débutant? Ils savent qu'il partira à la seconde où quelque chose de mieux se présentera. J'ai attendu qu'ils soient tous partis avant de monter. Le garde-manger contenait quelques boîtes de conserve de soupe que je ne toucherais pas. C'était leur nourriture, pas la mienne. Il ne me restait que 2 paquets des ramen que j'avais achetés la semaine dernière. J'en ai mélangé un avec de l'eau chaude, je l'ai mangé debout près de l'évier, et j'ai essayé de ne pas penser au steak que je grillais le week-end. C'est là que j'ai vu le panneau lors de ma marche vers la bibliothèque où j'utilisais le Wi-Fi gratuit pour postuler à des emplois. Centre de plasma BioLife, nouveau donneur, 45 € pour la première visite. Je suis resté dehors pendant 10 minutes à regarder les gens entrer et sortir. Certains ressemblaient à des étudiants, le faisant probablement pour de l'argent de poche. D'autres me ressemblaient, d'âge mûr, fatigués, portant ce poids particulier de l'échec sur leurs épaules. 45 € signifiait de l'essence pour Davenport. Cela signifiait peut-être un vrai repas avant l'entretien pour ne pas avoir l'air aussi désespéré que je l'étais. Cela signifiait acheter quelques jours de plus pour prétendre que je pouvais sortir de ce trou. Je suis entré à 8 heures du matin ce mardi-là, j'ai rempli les papiers avec des mains qui tremblaient légèrement. Les questions étaient indiscrètes, humiliantes. Avez-vous mangé aujourd'hui? Non. Êtes-vous actuellement employé? Non. Ce don est-il pour un besoin financier personnel? Oui. La salle d'attente sentait le désinfectant et la défaite. Une femme en face de moi lisait un roman à l'eau de rose, essayant de faire croire qu'elle était là par choix. Un jeune gars en bottes de chantier dormait sur sa chaise, probablement entre 2 quarts de travail. Nous faisions tous semblant que c'était normal, que vendre des morceaux de nous-mêmes n'était qu'une course banale un mardi matin. Colton Rafford. Une infirmière a appelé mon nom. Kelly, d'après son badge, elle avait peut-être 25 ans. Jolie de cette manière fraîche qui me faisait sentir chacun de mes 48 ans. Première fois? Ouais. Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici. Elle m'a conduit à un fauteuil, a commencé à préparer l'aiguille. Il n'y a pas de honte, monsieur Rafford. Vous aidez à sauver des vies. Et puis,
tout le monde a besoin d'un coup de main de temps en temps. Certains plus que d'autres, dis-je, la regardant tapoter mon bras pour trouver une veine. Vous seriez surpris. La semaine dernière, nous avons eu un avocat ici. Le mois d'avant, un médecin. Les temps difficiles ne font pas de discrimination. L'aiguille est entrée sans douleur, et j'ai regardé mon sang s'écouler à travers le tube dans la poche de prélèvement. Rouge foncé, presque violet sous la lumière crue des néons. Mon père donnait régulièrement son sang quand j'étais enfant, il m'emmenait aux collectes de la Croix-Rouge. C'est ce que font les gens bien, disait-il, mais il donnait pour aider les autres. Je le faisais pour 45 €. Votre sang a l'air en très bonne santé, dit Kelly en vérifiant le débit. Bonne couleur, bonne consistance. Puis elle fronça les sourcils, se pencha plus près de la poche. C'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Elle a prélevé une petite fiole de la ligne, l'a tenue à la lumière. Je dois faire un test rapide. Procédure standard. Ne vous inquiétez pas, elle a emporté la fiole vers une machine dans le coin, a mis une goutte sur une lame, a regardé à travers un microscope. J'ai vu son langage corporel changer, sa colonne vertébrale se redresser, une inspiration rapide. Elle a regardé à nouveau, puis une troisième fois, puis s'est éloignée du microscope comme s'il lui avait montré quelque chose d'impossible. Monsieur Raffort, murmura-t-elle en se tournant vers moi, les yeux écarquillés. Je dois aller chercher le directeur, tout de suite. S'il vous plaît, ne bougez pas. Ne déconnectez rien. C'est important. Suis-je malade? Quelque chose ne va pas? Non, monsieur. Rien ne va mal. Tout est sur le point d'aller très bien. Monsieur Raffort, j'ai besoin que vous restiez très immobile, dit Kelly, sa voix différente maintenant. Urgente, professionnelle, comme si elle venait de découvrir quelque chose qui changeait toutes les règles. Je vais chercher le docteur Brennan immédiatement. Quelque chose ne va pas? Suis-je malade? Les questions sortirent brusquement car soudain, tous les pires scénarios inondaient mon esprit, cancer, VIH, une maladie rare qui achèverait ce que la perte de tout avait commencé. Non, monsieur, s'il vous plaît, ne partez pas, elle a pratiquement couru vers la porte, me laissant seul avec le pompage régulier de la machine qui aspirait mon sang. Autour de moi, d'autres donneurs faisaient défiler leur téléphone, inconscients du drame qui se déroulait dans mon fauteuil. La télévision continuait de parler des taux hypothécaires, et j'ai presque ri de l'ironie. Le docteur Brennan est arrivé en quelques minutes, un homme grand et mince qui a regardé mon échantillon de sang, puis son écran d'ordinateur, puis de nouveau l'échantillon comme s'il résolvait une équation qui ne devrait pas exister. Monsieur Raffort, nous devons faire un bilan complet immédiatement. Je ne peux pas me permettre de test. Sans frais. C'est extraordinaire. Il a tiré une chaise, s'asseyant assez près pour que je voie l'excitation qu'il essayait de contenir. Votre groupe sanguin est RH nul. Nous l'appelons le sang doré. Seules 43 personnes sur Terre ont été recensées avec ce type. Je le fixais, essayant de comprendre des mots qui sonnaient comme de la science-fiction. C'est mauvais? Mauvais? Monsieur Raffort, votre sang peut sauver n'importe qui avec des groupes sanguins rares au sein du système RH. C'est un donneur universel pour des gens qui, autrement, n'ont aucun donneur. Vous êtes littéralement 1 sur 200 millions. Son téléphone vibra. Il répondit, parlant rapidement à quelqu'un, ses yeux ne me quittant jamais. Oui, RH nul confirmé. Il est là maintenant. Je comprends l'urgence. Il raccrocha immédiatement, composant un autre numéro. Nous venons de recevoir une demande urgente. Il y a une situation en cours de développement. Quel genre de situation? Avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Une femme en tailleur coûteux entra comme si elle était propriétaire des lieux. Tout en elle criait l'argent, de ses chaussures en cuir italien au sac Hermès qu'elle portait comme une arme. Le docteur Brennan se leva. Mademoiselle Corvello, voici monsieur Raffort. Elle se tourna vers moi, et je vis le désespoir sous son calme professionnel. Monsieur Raffort, je m'appelle Lucia Corvello. Je représente la famille Marot de Monaco. Henri Marot est mourant. Il a besoin d'une transfusion dans les 12 heures. Et vous êtes le seul donneur compatible que nous ayons trouvé en Amérique du Nord. Monaco? C'est en Europe. Le jet de la famille attend à l'aéroport d'affaires. Monsieur Raffort, les Marot sont prêts à offrir 2 millions d'euros pour votre coopération immédiate. 2 millions.
Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. J'ai regardé mon bras, l'aiguille qui extrayait le sang que j'étais sur le point de vendre pour 45 €. Pour mon sang? Pour sauver la vie d'Henri. Mais nous devons partir maintenant. Chaque minute compte. C'est de la folie. Ce matin, je me suis réveillé fauché dans le sous-sol de mon frère. Maintenant, vous me dites que quelqu'un va payer 2 millions d'euros pour mon sang? Monsieur Raffort, dit-elle en s'asseyant en face de moi, sa voix s'adoucissant légèrement. Henri Marot est l'un des hommes les plus riches d'Europe. Son empire du transport maritime emploie 30 000 personnes. Il a des enfants, des petits-enfants. Il cherche un donneur compatible depuis 3 ans. Vous n'êtes pas juste du sang pour lui. Vous êtes l'espoir. Je pensais à Bryce qui essayait de finir l'université. À mon père, trop fier pour me laisser le voir s'inquiéter. À Vaughan et Denise qui prétendaient que ce n'était pas un fardeau de me nourrir. 2 millions d'euros changeraient tout. Mais quelque chose n'allait pas, pourquoi cette urgence s'il cherche depuis 3 ans? Il a eu un incident hier. Une hémorragie interne due à une condition qui était maîtrisée depuis des années. Il a besoin d'une opération, mais sans sang compatible pour la transfusion, l'opération le tuera. Nous avons peut-être 10 heures pour vous y amener. Et le test ADN, demandai-je au docteur Brennan, me souvenant que Kelly avait mentionné quelque chose à propos de tests supplémentaires. Il hésita, jetant un coup d'œil à mademoiselle Corvello. Ça peut attendre. Non, interrompit-elle, me surprenant. Dites-le lui. Il mérite de savoir avant de décider. Le docteur Brennan afficha quelque chose sur sa tablette, me montrant un tableau complexe qui aurait pu être des hiéroglyphes. Quand nous avons identifié votre statut RH nul, nous avons effectué une analyse génétique complète. C'est le protocole standard pour les groupes sanguins rares. Mais nous avons trouvé autre chose. Vous avez des marqueurs génétiques qui indiquent. Monsieur Raffort, votre mère a-t-elle déjà mentionné quelque chose d'inhabituel à propos de votre naissance? Ma mère est morte quand j'avais 2 ans. Accident de voiture. Pourquoi? Et votre père ne s'est jamais remarié? Non. Qu'est-ce que cela a à voir avec mon sang? Mademoiselle Corvello s'avança. Monsieur Raffort, les marqueurs génétiques trouvés par le docteur Brennan correspondent à une lignée très spécifique. La famille Marot recherche des parents de sang depuis 30 ans. Henri Marot avait un frère cadet, Vincent, qui a disparu en 1973. Ma bouche devint sèche. Donc Vincent Marot est venu en Amérique et a changé son nom en Russell Raffort? Monsieur Raffort, l'homme que l'on vous demande de sauver, Henri Marot, est le frère de votre père. Votre oncle. La pièce se mit à tourner. C'est impossible. Mon père est né au Kansas. Ses parents étaient fermiers. Votre père est né Vincent Marot à Marseille. Il a fui la France après un conflit familial au sujet de l'héritage. Il s'est créé une toute nouvelle identité. Elle sortit une vieille photographie jaunie sur les bords. 2 jeunes hommes debout près d'un yacht, des coupes de champagne levées, souriant à quelque chose hors champ. L'un était clairement une version plus jeune de l'homme dans les dossiers médicaux qu'elle m'avait montrés. L'autre me coupa le souffle. Papa, le mot sortit comme un murmure. C'était lui. Mon père, Russell Raffort, peut-être 25 ans, portant des vêtements que je ne l'avais jamais vu pouvoir s'offrir, debout à côté d'un yacht plus grand que la maison de mon frère. Votre père a tourné le dos à l'une des plus grandes fortunes du transport maritime d'Europe, dit doucement mademoiselle Corvello. Henri a respecté son choix, n'a jamais essayé de forcer le contact. Mais maintenant, Henri est mourant, et ses enfants ne partagent pas le groupe sanguin rare. Seule la lignée de Vincent le porte. Mon père est Russell Raffort de Topeka, dis-je, mais même en le disant, des pièces s'emboîtaient. Comment il ne parlait jamais de son enfance? Pas de photos avant 1975. La façon dont il marmonnait parfois dans son sommeil dans ce que je pensais être du charabia mais qui aurait pu être du français. Sa réaction étrange chaque fois que je posais des questions sur mes grands-parents, changeant toujours de sujet, trouvant toujours quelque chose d'urgent à faire. Appelez-le, suggéra doucement le docteur Brennan. Demandez-lui vous-même. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone, le même que j'utilisais ce matin-là pour postuler à des emplois au salaire minimum. J'ai composé le numéro que je connaissais depuis toujours, attendant que ça sonne 1, 2, 3 fois. Colton, tout va bien? Papa, je dois te poser une question, et j'ai besoin de la vérité. Est-ce que ton vrai nom est Vincent Marot?
Le silence a duré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Je pouvais entendre sa respiration, lente et délibérée, comme il respirait quand il soulevait quelque chose de lourd ou réfléchissait à un problème. Puis, d'une voix que je n'avais jamais entendue, plus vieille et plus triste, avec un accent que je n'avais jamais remarqué, il a parlé. « Comment l'as-tu découvert ?» Ces 4 mots ont tout changé. Mon père, Russell Rafford, l'homme qui m'a appris à utiliser un marteau, qui avait travaillé 40 ans pour les chemins de fer, qui vivait dans un duplex et découpait des coupons de réduction, était quelqu'un de complètement différent. Je suis assis dans un centre de don de plasma, papa. Ils ont trouvé quelque chose dans mon sang. Il y a un homme à Monaco qui en a besoin. Henri Marot. Henri. Le nom sortit brisé, comme un os qui se casse enfin après des années de pression. Henri est mourant. Papa, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que j'ai choisi d'être Russell Rafford. J'ai choisi ta mère. J'ai choisi l'Amérique. J'ai choisi de construire quelque chose de mes propres mains au lieu d'en hériter. Vincent Marot est mort en 1973. Colton, je l'ai tué le jour où je suis monté dans cet avion pour New York. Mais Henri Marot est ton frère, mon oncle, et il est mourant, papa. C'est un homme bon, dit mon père. Et je pouvais entendre 40 ans d'émotion refoulées dans ces 4 mots. Nous avions nos différends, mais c'est la famille. La dispute n'a jamais vraiment porté sur l'argent, tu sais. C'était une question de liberté. Ils voulaient que je sois quelqu'un que je ne pouvais pas être. Ils offrent 2 millions d'euros, papa. Il rit vraiment, et pour la première fois, j'entendis l'homme qu'il devait être avant de devenir Russell Rafford. Henri a toujours aimé les grands gestes. Quand nous étions jeunes, il a une fois acheté toutes les fleurs de Nice parce qu'une fille avait mentionné qu'elle aimait les roses. Il a rempli tout le hall de son immeuble. Papa, j'ai besoin de savoir la vérité. Toute la vérité. Viens me voir après avoir sauvé mon frère. Je te raconterai tout alors. Mais Colton, vas-y, prends leur argent. Sauve Henri. Et dis-lui que Vincent lui a pardonné il y a 40 ans. Dis-lui que j'ai nommé mon fils d'après l'Ouest américain parce que je voulais que tu sois aussi libre que je me suis senti le jour où j'ai vu ces grands espaces pour la première fois. Papa. Vas-y, fiston. Certaines choses sont plus grandes que notre passé. J'ai raccroché et j'ai regardé Mademoiselle Corvello. J'irai, mais je veux tout comprendre. Vous comprendrez, dit-elle, déjà au téléphone pour organiser le transport. La voiture sera là dans 5 minutes. Le docteur Brennan a soigneusement retiré l'aiguille de mon bras, et Kelly a pansé l'endroit avec un soin extraordinaire, comme si elle manipulait quelque chose de précieux. Vous êtes sur le point de sauver une vie, monsieur Rafford. Peut-être plus d'une. Le trajet jusqu'à l'aéroport d'affaires était surréaliste. Mademoiselle Corvello était assise en face de moi à l'intérieur en cuir d'une Bentley, passant des appels en français rapide. J'ai entendu plusieurs fois le vrai nom de mon père, Vincent, et cela sonnait comme un étranger. Le jet était déjà en marche quand nous sommes arrivés, un élégant avion blanc avec « Marot Industries » écrit en petites lettres près de la queue. « Avez-vous déjà volé en jet privé, monsieur Rafford ?» demanda Mademoiselle Corvello alors que nous montions à bord. « Je n'ai même jamais volé en première classe. » L'intérieur ressemblait à une suite d'hôtels de luxe. Siège en cuir crème, table en bois poli, une chambre à l'arrière. Une équipe médicale était déjà à bord, préparant le matériel. Le docteur Sarah Ashford se présenta comme le médecin personnel d'Henri. « Votre sang va nous permettre de réaliser une opération qui lui sauvera la vie, » expliqua-t-elle alors que nous décollions. « Sans lui, nous ne pourrions pas risquer la procédure. Vous êtes littéralement son seul espoir. » Pendant le vol, Mademoiselle Corvello m'a montré d'autres photographies. Mon père, Vincent, à différents âges, toujours aux côtés d'Henri, à un mariage, sur un yacht, à ce qui ressemblait à une réunion du conseil d'administration. Sur chaque photo avant 1973, il avait l'air piégé. Puis elle m'a montré une dernière photo. Celle-ci a été prise la veille du départ de Vincent. Elle montrait mon père debout, seul sur un quai, regardant la Méditerranée. Même sur la vieille photo, je pouvais voir le désir dans sa posture, le besoin d'être ailleurs. D'être quelqu'un d'autre. Il a laissé une lettre, dit Mademoiselle Corvello. Henri l'a gardée toutes ces années. Elle me tendit un morceau de papier jauni. L'encre était pâlie, mais encore lisible. C'était en anglais, écrit de la main distinctive de mon père. Henri,
au moment où tu liras ceci, je serai parti. Non pas parce que je te déteste, toi ou notre famille, mais parce que je vous aime trop pour devenir quelqu'un que je ne suis pas. L'entreprise, l'argent, les attentes, tout cela t'appartient. Tu es né pour ça. Je suis né pour autre chose. Je pars en Amérique pour découvrir quoi. Peut-être que j'échouerai, mais ce sera mon échec, gagné de mes propres mains. Dis à papa et maman que je suis désolé. Dis-leur que je serai toujours leur fils, juste pas celui qu'ils avaient prévu. Et dis-toi, mon frère, que ce n'est pas un adieu. C'est juste moi qui apprends enfin à respirer. Vincent. Nous avons atterri à Monaco au coucher du soleil. L'hôpital ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Plus un hôtel de luxe qu'un établissement médical. Henri était dans une aile privée qui occupait un étage entier. Quand on m'a conduit dans sa chambre pour la première transfusion, j'ai enfin rencontré mon oncle. Il était plus petit que ce à quoi je m'attendais, fragile sous les draps blancs, mais ses yeux, ils étaient exactement comme ceux de mon père, sombres et intelligents, porteurs de décennies d'histoire. « Tu as les yeux de ta grand-mère », dit-il en anglais avec un accent, sa voix faible mais claire. Le garçon de Vincent. Il m'a écrit une fois, tu sais, quand tu es né. Il a dit qu'il t'avait appelé Colton d'après l'Ouest américain dont il était tombé amoureux. Il disait que tu étais sa plus grande réussite, plus grande que tout ce que la fortune des Marot aurait pu lui donner. La transfusion a duré 4 heures. Henri et moi avons parlé entre ces moments de repos, de la jeunesse de mon père, de l'empire du transport que leur père avait bâti, de la dispute qui avait poussé Vincent à devenir Russell. Ça n'a jamais été une question d'argent, dit Henri, faisant écho aux paroles de mon père. C'était une question de choix. Je voulais qu'il choisisse la famille. Il voulait se choisir lui-même. Nous avions tous les deux raison. Nous avions tous les deux tort. Regrettez-vous de ne pas l'avoir contacté? Chaque jour. Mais j'ai respecté son choix. C'était le seul cadeau que je pouvais lui faire, sa liberté. L'opération a eu lieu le lendemain matin. Mon sang, ce sang doré rare qui coulait dans mes veines à mon insu depuis 48 ans, l'a rendu possible. Henri a survécu, il a même repris des forces. En 3 jours, il était assis, le teint revenant sur son visage, faisant des blagues avec ses enfants. Mes cousins, devais-je me rappeler. Les 2 millions d'euros sont apparus sur mon compte comme promis. Mais ce n'était pas le seul cadeau. La fille d'Henri, Isabelle, était une promotrice immobilière à succès qui s'étendait sur les marchés américains. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend la démolition et la reconstruction, dit-elle lors du dîner de ma dernière soirée à Monaco. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. La famille. J'ai perdu mon entreprise. J'ai échoué. Vous avez perdu une bataille contre la bureaucratie. Ce n'est pas la même chose qu'échouer. D'ailleurs, sourit-elle, un sourire que je reconnus comme étant le même que celui de mon père, les Marot sont très doués pour recommencer. C'est dans votre sang, littéralement. Je suis retourné en Amérique 3 jours après l'opération, mais je n'étais pas le même homme qui était entré dans ce centre de don de plasma désespéré pour 45 €. Les 2 millions d'euros sur mon compte étaient réels. J'ai dû vérifier l'application bancaire 40 fois juste pour m'assurer que les chiffres ne disparaissaient pas. Mais plus que cela, je portais en moi la connaissance de qui j'étais vraiment, d'où je venais vraiment, et pourquoi mon père avait choisi de tout enterrer. Mon premier arrêt fut au PK. Papa attendait dans son duplex, le café déjà prêt, assis à la même table de cuisine où il m'avait appris les tables de multiplication et m'avait aidé avec mes dossiers d'inscription à l'université. Mais maintenant, je le voyais différemment. Pas seulement Russell Rafford, ingénieur ferroviaire à la retraite, mais Vincent Marot, l'homme qui avait tout quitté pour ne devenir rien, puis s'était construit pour devenir quelque chose de réel. Henri te passe le bonjour, dis-je en m'asseyant en face de lui. Il va bien? Il va s'en remettre. L'opération a été un succès. Il voulait que je te dise que tu es le bienvenu à la maison à tout moment. Papa sourit, le genre de sourire triste qui porte des décennies d'histoires compliquées. Je suis à la maison, Colton. Je suis à la maison depuis le jour où j'ai rencontré ta mère dans ce restaurant à Omaha. Parle-moi d'elle. Parle-moi de tout. Pendant les 6 heures qui suivirent, mon père redevint Vincent, me racontant des histoires que je n'avais jamais entendues. Comment il était arrivé à New York avec 18 000 € qu'il avait secrètement économisés et une détermination à disparaître. Comment il avait pris un travail au chemin de fer parce que cela signifiait un mouvement constant,
difficile à suivre. Comment il avait rencontré ma mère, Linda, quand sa locomotive était tombée en panne au Nebraska, et qu'elle lui avait servi du café et de la tarte en lui demandant pourquoi un si bel homme avait l'air si triste. Elle n'a jamais su, dit-il. J'ai voulu le lui dire 100 fois, mais comment expliquer que vous n'êtes pas qui vous prétendez être? Comment dire à la femme que vous aimez que vous mentez depuis le jour de votre rencontre? L'as-tu jamais regretté? À chaque Noël, quand je ne pouvais pas lui offrir les choses qu'elle méritait. Chaque fois que tu avais besoin de quelque chose que je ne pouvais pas me permettre. Mais ensuite, je vous regardais, toi et Vaughn, jouer dans le jardin, construire des forts avec des boîtes en carton, et je savais que j'avais fait le bon choix. Tu as grandi libre, Colton. Libre d'échouer, libre de réussir, libre d'être exactement qui tu es. Ça vaut plus que n'importe quel héritage. J'ai appelé Bryce ce soir-là depuis ma chambre d'hôtel. Papa, comment s'est passé l'entretien à Davenport? Je ne suis pas allé à Davenport, fiston. Il s'est avéré que j'avais un endroit plus important où être. De quoi tu parles? Ton grand-père a des histoires à te raconter. Et tu n'auras plus à te soucier des frais de scolarité, ni de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné mon sang, Bryce. Il s'avère que parfois, quand on pense être au plus bas, on est en fait exactement là où on doit être. Le lendemain matin, j'ai appelé Malora depuis ma voiture de location. Colton, pourquoi appelles-tu? Je t'ai dit que mon avocat s'occuperait de tout. Je n'appelle pas pour me réconcilier, Malora. J'appelle pour te remercier. Me remercier? De m'avoir quitté. De m'avoir traité de perdant. De m'avoir montré qui tu étais vraiment. Parce que si tu étais resté, je ne serais jamais entré dans ce centre de don de plasma. Je n'aurais jamais découvert ce qu'il y avait dans mon sang. Je n'aurais jamais appris qui je suis vraiment. De quoi parles-tu? Je parle du fait de découvrir que parfois, être brisé est le seul moyen de découvrir de quoi on est vraiment fait. Adieu, Malora. Et une belle vie. Je le pense sincèrement. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à avoir le dernier mot avec quelqu'un qui pensait avoir déjà écrit ma fin. En un mois, j'étais de retour aux affaires. Raffort International Démolition, une filiale de Maro Développement. Mon premier projet était un contrat de 37 millions d'euros à Chicago. J'ai réembauché 6 de mes anciens membres d'équipe, des gars qui m'étaient restés fidèles même quand je ne pouvais pas payer leur dernier chèque. Patron, j'ai entendu dire que tu avais hérité d'un peu d'argent de la famille, a dit mon contremaître Jake le premier jour. Quelque chose comme ça, dis-je. Il s'avère que j'ai de la famille dans le transport maritime. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon nouveau bureau, pas aussi grand que mon ancien, mais solide, réel, gagné avec mon sang au sens le plus littéral du terme. Mon père, Russell Rafford, ou Vincent Marot, selon son humeur ce jour-là, était assis en face de moi. Nous passions en revue les candidatures pour un nouveau programme de formation que je lançais, offrant aux jeunes de milieux défavorisés une chance d'apprendre la démolition et la construction. Donnez aux gens une seconde chance, dit-il, approbateur. Quelqu'un m'a dit un jour que l'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de rester à terre. Et parfois, papa, il faut tout perdre pour découvrir ce que tu vaux vraiment. 2 millions d'euros, apparemment, plaisanta-t-il. Non, dis-je, en pensant à Henri, à la famille que je n'avais jamais su que j'avais. Au sang qui me reliait à quelque chose de plus grand que moi. Il s'avère que je vaux exactement ce que tout le monde vaut. Ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour survivre. J'ai juste eu la chance de découvrir ce que c'était. Le centre de don de plasma a appelé la semaine dernière. Un autre patient au sang rare a besoin d'aide. Cette fois, je n'ai pas hésité. Certains dons se trouvent dans ce que nous construisons, d'autres dans ce que nous accomplissons. Mais parfois, la chose la plus précieuse que nous ayons est ce qui coule dans nos veines depuis le début. Il nous faut juste être assez brisés pour le découvrir. Je m'appelle Colton Rafford. Je suis le fils de Vincent Marot, qui a choisi de devenir Russell Rafford. Je suis le neveu d'Henri Marot, que j'ai sauvé avec le sang qu'il cherchait à travers un océan. Je suis le père de Bryce, qui héritera à la fois de l'histoire et du choix de ce qu'il en fera. Et j'ai appris que parfois, être traité de perdant est la première étape pour découvrir ce que signifie vraiment gagner. Il a juste fallu que je vende mon sang pour 45 € pour découvrir que je valais des millions.
Non pas à cause de ce que j'avais construit ou perdu, mais à cause de ce qui était en moi depuis le début. La chose la plus rare en nous n'est pas ce que nous accomplissons ou ce que nous gagnons. C'est ce que nous portons sans le savoir, attendant le bon moment, le bon besoin, le bon matin de désespoir pour se révéler. Mon père a choisi d'être ordinaire et est devenu extraordinaire grâce à cela. J'ai été forcé de devenir ordinaire et j'ai découvert que j'étais extraordinaire depuis le début. C'est ça, le sang. Il ne se soucie pas de votre compte en banque, de vos échecs ou de ce que votre ex-femme pense de vous. Il coule simplement, porteur de dons que vous ne savez pas que vous avez jusqu'à ce que quelqu'un en ait besoin pour survivre. Et parfois, cela suffit à tout changer. Si vous avez trouvé cette histoire précieuse, si elle vous a fait réfléchir différemment à l'échec, à la famille ou aux dons que nous portons sans le savoir, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur un moment où votre point le plus bas a conduit à une découverte inattendue. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur des gens ordinaires découvrant des vérités extraordinaires cachées dans les endroits les plus inattendus. Parce que tout le monde a quelque chose qui coule dans ses veines. Parfois, c'est du sang doré. Parfois, c'est juste la force de continuer. Mais ça vaut toujours plus que vous ne le pensez.